La Bonsoir. Donc, vous êtes fondateur du Quatuor Bella. Là, nous sommes en démarrage quasiment des Nuits d'été 2021, dans un format un peu particulier. Oui, alors déjà nous sommes tous les quatre des membres fondateurs, parce que nous avons créé le Quatuor ensemble, Quatuor Bella, et puis voilà, début du festival, quasiment le début, on est au 3e jour. Le concert de ce soir est un concert qui visite un répertoire quand même assez particulier. Très particulier. Donc on en parle un petit peu. Donc, bien sûr. Donc c'est du lyrique, c'est Berg, c'est ça? Voilà, alors Alban Berg, c'est un compositeur qui fait partie de ce qu'on appelle la seconde école de Vienne, la première étant Mozart, Schubert, des gens très connus, Beethoven, etc. Mais Vienne, c'est aussi la seconde école, et c'est des gens qui ont décidé, au tournant du début du XXe siècle, ont décidé de tourner la page avec le passé, et qui ont inventé une nouvelle façon d'écrire de la musique. En cela, les peintres ont fait la même chose, les sculpteurs ont fait la même chose. Enfin, c'était le mouvement moderne. Un peu expérimental. Voilà, qui était tout à fait expérimental. C'est les années 30 par là? C'est les années 30, absolument. Donc il y a Schoenberg aussi dans ce grand mouvement, et Webern. Voilà, ils étaient trois révolutionnaires à dire, voilà, il va écrire la musique d'une manière un peu différente. Alors ça donne une musique très dense, voilà, très expressionniste, donc, parce que c'est l'art de ce moment-là. Voilà, c'est une pièce très emblématique qui s'appelle la suite lyrique. Contrairement à son titre, il n'y a pas de chant, mais en réalité, cette pièce d'envergure, parce qu'elle fait 6 mouvements, qui est une des plus difficiles pour quatuor à cordes de toute l'histoire de la musique, tout répertoire confondu. Et vous êtes entraîné? On s'est beaucoup entraîné, donc c'est à peu près 1 an de travail. Cette pièce-là. Et donc c'est une pièce qui fait environ 40 minutes, et on a su depuis pas si longtemps, depuis les années 80, c'est des musicologues qui ont mis ça à jour, c'est qu'en fait cette suite lyrique, et c'est pour ça qu'elle a ce nom, est une déclaration d'amour. En fait, Alban Berg était amoureux d'une femme dont il n'avait pas le droit d'être amoureux, étant donné qu'elle était mariée et que lui l'était aussi. Donc, Anna Fuchs. Et donc cette histoire est restée secrète. Il lui a envoyé des lettres, et Anna ne lui a jamais répondu. Pourtant, elle a conservé ses lettres précieusement, les a léguées à sa fille, etc. Donc on sait aujourd'hui, on connaît cette histoire d'amour, amour platonique, amour impossible. Et donc la musique est truffée de références à Anna et Alban. En fait, c'est tout un labyrinthe où les deux amants peuvent se retrouver. Mais il me semble qu'on entendait une guitare électrique. Alors voilà, nous avons eu l'idée et l'envie, dans un premier temps, de travailler avec Marc Ducret. Marc Ducret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un guitariste rock jazz renommé? Non. Non, pas du tout. Je suis juste un musicien. Vous êtes juste un musicien, ouais, d'accord. Je joue de la guitare. Qu'est-ce que vous faites ici avec le Quatuor Bella? Mais de la musique. La musique. Ouais. Les Bella m'ont
commandé en fait une pièce. Ouais. Donc j'ai écrit pour eux et puis il y a eu un cahier des charges, si je peux dire. Ouais. Ils m'ont demandé d'écrire, comme ils avaient envie de jouer la suite lyrique de Berg, ils m'ont demandé d'imaginer des pièces pour quatuor et guitare électrique ensemble qui viendraient s'insérer entre les 6 mouvements de la suite lyrique de Berg. Ce qui est un challenge assez... La marche est un peu haute, on va dire. Hein. Oui. Et comment vous avez procédé alors? Écrire une œuvre en se mettant sur le même piédestal qu'Alban Berg, c'était pas une très très bonne idée. Donc on va pas aller par là. Donc j'ai essayé d'évacuer tout ce qui me paraissait superflu. Donc je me suis retrouvé avec des pièces, on s'est donc retrouvé avec eux, avec des pièces qui sont assez courtes. Qui sont de plus en plus longues au fur et à mesure qu'on avance. Et ça, c'est ce que les Bella m'ont demandé, qui vont du grave à l'aigu et qui vont du solo au quintet et qui reviennent au solo. Est-ce que vous avez trouvé donc des réponses de Anna à ces lettres d'amour? L'idée, c'était exactement ça, puisque Anna n'a probablement jamais répondu aux lettres de Berg. C'était d'imaginer des lettres, des réponses. Et donc j'ai essayé d'imaginer ça. Évidemment, j'ai truffé ma petite musique de référence à l'œuvre de Berg et puis à ces espèces de jeux de codes à l'intérieur. C'est complexe, hein? Berg, c'est une personnalité psychologique et musicale très complexe. D'accord. Ça, c'est passionnant, oui. Ouais. C'est un enrichissement pour vous dans votre... C'est toujours un enrichissement d'étudier la musique de quelqu'un d'autre à fond, comme il faut le faire pour ce genre de travail. Mais là, c'est vraiment un grand monument de la musique pour quatuor du XXe siècle. Et oui, Berg, quand on plonge dedans, on n'en ressort pas comme ça. C'est vraiment énorme. Hein. D'accord. Et autrement, vous êtes en tournée en ce moment? Je fais beaucoup de choses. Beaucoup de choses? Oui, beaucoup de choses. J'étais au Danemark avec un projet qui s'appelle Shout, tout récemment, là, qu'on va jouer pour la première fois en France avec une équipe française en octobre. La saison a l'air de redémarrer sur les chapeaux de roue. Là, On croise tous les doigts, mais non, ça va, nous on n'est pas... En tout cas, une envie folle, on la sent. Ah ouais, vraiment, Là, ça fait un moment qu'on piaffe. Merci Marc, Merci. Bon concert. Merci. Le énième jour, Dieu regretta d'avoir créé le ciel et la terre. Il voulut détruire son œuvre, mais elle était tombée dans le domaine public. Léonie, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du collectif de programmation du Festival des Nuits d'été. Oui. Ouais. Vous êtes évidemment très occupé puisqu'on est en plein festival. Du coup, merci de répondre à nos questions par téléphone. Alors voilà, pour cette édition 2021, marquée par l'entrée en vigueur du pass sanitaire dans le milieu de la culture, vous avez décidé de réduire la jauge du festival à 50 places pour vous affranchir donc de demander le pass sanitaire aux spectateurs. Est-ce une décision liée aux motivations de l'association ou due à de simples contraintes techniques? Alors, c'est vraiment un faisceau de raisons qui nous ont poussé à prendre cette décision. Il y avait d'abord on va dire qu'une des premières interrogations, c'était le sens de notre travail et la raison pour laquelle on organise ce festival et des concerts en général. Et la question de la discrimination à l'entrée était un peu problématique, mais je dirais comme elle nous pose tous individuellement et collectivement dans l'association problème dans beaucoup de strates de la société et pas que la discrimination liée au pass sanitaire évidemment. Donc voilà, ça c'était un premier élément de réflexion, de se dire qu'on souhaitait ne pas discriminer
sur des critères autres que disposer d'une entrée pour un spectacle ou non. Et puis il y a eu les autres raisons, en fait, c'est qu'on a étudié tous les scénarios qui s'offraient à nous suite à cette annonce présidentielle et les décrets qui ont suivi. Et donc, en gros, on va dire que les schémas étaient soit une annulation complète, soit une demande de passe sanitaire à tous les concerts, soit une sélection de concerts avec passe sanitaire, d'autres sans. Et on a étudié en fait aussi toutes les conséquences économiques, organisationnelles, et aussi les conséquences sur l'état d'esprit, la motivation des équipes bénévoles en fait qu'on accueille tous les ans. Et il nous semblait en fait que la décision la plus confortable à divers titres, sans qu'on soit, je ne parle pas d'une panacée de confort, hein, mais en tout cas la moins inconfortable, consistait à réduire toutes nos jauges à 50 personnes. Et voilà. Oui, ce qu'on peut dire, entre guillemets, c'est dans cette situation que vous vous sentez le plus à l'aise, quoi, si on peut l'être. Exactement, exactement, le plus à l'aise. Et puis, une des choses importantes, c'était de rester joyeux à organiser un festival. Et de ne pas le faire dans la difficulté ou dans la douleur, et notamment pour des gens qui prennent parfois une ou deux semaines de vacances pour venir nous aider, et on avait envie que le moment soit quand même un bon moment partagé par les artistes, les équipes et les spectateurs, évidemment. Par contre, limiter comme ça le nombre de places, ça a dû générer beaucoup de frustrés parmi votre public habituel. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Eh ben, globalement, les spectateurs ont plutôt bien compris notre décision, ils l'ont plutôt bien accueillie. Et donc ce qu'on leur dit, c'est et ce qui est la vérité, c'est qu'on est terriblement désolé, qu'on aimerait beaucoup en fait que ça ne se passe pas comme ça, mais que la réalité de cette crise sanitaire, elle est bien présente et qu'on s'y adapte du mieux qu'on peut. Et puis surtout, on leur dit à l'année prochaine en espérant que les choses aient pu rentrer dans l'ordre d'ici là et qu'on puisse réorganiser l'édition des Nuits d'été qui nous fait tous rêver. Vous avez un public habituel quand tout est normal, hein, de l'ordre de 4000 à 5000 spectateurs sur 5 jours. Là, on va passer à 8 à 900 à peu près. À peu près, oui. D'où une perte de recettes importante. Comment vous allez gérer cette situation financière difficile? Globalement, dès l'annonce présidentielle, et ça on en a parlé avec d'autres organisateurs d'événements, avec les offices de tourisme, globalement toutes les fréquentations ont chuté de manière assez catastrophique, je pense pouvoir utiliser le mot. Et ça incite pas les gens en fait à aller voir des spectacles qui disposent d'un pass sanitaire ou non, hein, de toute façon. Donc ça nous impacte, mais je dirais que c'était la solution qui nous permettait le mieux d'anticiper l'ampleur de la difficulté économique qui nous attendait. Oui, ça nous permet quand même de réduire certains postes techniques. C'est-à-dire que sonoriser un concert pour 50 ou le sonoriser pour 2, 3, 400, 500 personnes par exemple pour un bal, c'est pas la même chose. On ne déploie pas le même type de matériel, on ne déploie pas la même quantité de matériel, et que ça a permis de réduire quelques postes de dépenses, pas au point de nous garantir l'équilibre, ça c'est certain, mais il n'y avait absolument aucune des possibilités qui nous permettaient de maintenir l'équilibre, de toute façon. En tout cas, on a un très bon ordre d'idée du problème économique qui se pose, et tout en se disant, pour le moment, la priorité, c'est bel et bien que le festival ait lieu, qu'on l'organise, qu'on accueille des publics, et puis dès que ce sera terminé, on fera le bilan, et puis là, on verra économiquement comment on peut maintenir les choses. Alors évidemment, on fait appel à divers fonds de soutien au festival. Alors, je ne peux pas vous les donner précisément parce que c'est pas ma partie. Ce sera la phase de l'après-festival de maintenant comment on redresse les choses et comment on se donne les moyens d'avoir une 21e édition, parce que c'est un petit peu l'enjeu. On n'a pas envie que cette édition soit la dernière, même si c'est ce qui menace. C'est ce qui menace très clairement. Mais voilà, on a un meilleur ordre d'idée de la somme de travail et des sommes d'argent qu'il va falloir trouver pour parvenir à maintenir le fonctionnement de l'association et l'organisation d'un prochain festival. D'accord. Que
là, ce reportage lundi soir, la suite lyrique de Berck. Le concert d'hier présentait une certaine forme de radicalité qui a... mais qui était... certains spectateurs, qu'on a laissé des perplexes. Mais en tout cas, ça laisse personne indifférent et c'est là où ça nous intéresse. Eh bien, Léonie, merci bien. Merci à vous.